Et pourquoi une partie du monde aujourd'hui se tourne sur ces productions, alors qu'en France, notamment en France, c'est pas le cas tout à fait, c'est pas le cas tout à fait en Europe, mais en France, nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage, plutôt par idéologie que vous par... regrettez un blocage. Oui, je regrette parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique. Et il m'apparaît nécessaire que nous confrontions à la fois des avis scientifiques, certes avec des avis de la société civile qui a son mot à dire. Oui. Vous voulez la fin de l'interdiction des OGM en France? Non, je dis simplement qu'il faut permettre, là où c'est possible, lorsqu'on a pris toutes les protections et au fond les garanties d'usage, permettre à des agriculteurs, pourquoi pas, de les utiliser. Productiviste, c'est un mot que je réfute complètement. Compétitif, oui. Productiviste, non. Tout n'est pas réglé, mais votre mobilisation aujourd'hui, elle a permis de franchir un grand pas. Elle a permis d'obtenir des mesures concrètes. Prenons acte de l'engagement du Premier ministre. Je voudrais vous le dire. Je vous le dis. Je vous le dis. S'il vous plaît. Moi, je suis heureux dans des réunions quand j'entends des paysans me dire « Heureusement qu'on a ce groupe, parce qu'aujourd'hui, notre graine de colza, elle ne serait pas valorisée au niveau où elle est. Mon porc, mon œuf, puisqu'on fait aussi dans ces... Oui, des œufs matines. Voilà. Serait sans doute pas des ce huiles, niveau-là. le sieur Puget, par exemple. Par exemple. Les marques. Oui, mais alors, quelle honte il y a pour des paysans? Je vous interroge. Hein, c'est du circuit court qui va vous défendez, mais je vous interroge. Peut-être que l'erreur du président de la République, ça a été de le confirmer dans ce rôle de porte-parole. Peut-être aurait-il fallu que définitivement, on le nomme ministre de l'Agriculture. C'est votre souhait, votre revendication. Là. Donc, c'est une revendication parce que... Vous lui demandez, il faut lui enlever une casquette. D'abord, on a besoin d'un ministre à plein temps. D'accord. On a besoin d'un ministre qui soit mieux et plus présent à Bruxelles. Il l'est depuis quelques semaines parce que ça chauffe. Peut-être insuffisamment auparavant. En 2 ans, le nombre de redressements et de liquidations judiciaires a doublé dans l'élevage. En France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. S'il veut faire avec ce modèle-là le sauveur de l'agriculture, pour l'instant, excusez-moi, mais je ne vois pas. On sait bien que produire de façon intensive et à grande échelle, ça a un impact social, ça a un impact sur l'environnement. Ça, c'est de l'herbe récoltée avec un petit peu de maïs, le moins possible de maïs dans la ration. Et il y a du foin de l'exploitation. C'est que des produits de l'exploitation, en fait. Je produis moins, mais comme ça me coûte moins cher, en fait, je reviens aux méthodes de mes parents, quoi, avec des produits de l'exploitation. On s'est modernisé. On a fait des gains de productivité énormes. Et tous ces gains-là sont tombés dans la poche des intermédiaires, des transformateurs et des distributeurs, avec la caution du syndicat FNSEA. À aucun moment donné, ils ont décidé de remettre en cause le système. Enfin, je ne sais pas. Quand un système détruit autant de paysans, porte au suicide autant de paysans, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « stop ». Ce qui me laisse le goût amer, c'est que c'est la situation finale qu'elle est aujourd'hui, quoi. 2 ans après, nous, agriculteurs, on a le goût amer de ne pas avoir été entendus, quoi. Pas assez. La preuve, on est toujours dans des crises. Donc c'est qu'il y a un problème. Quand on voit qu'il est à la Chambre de l'Agriculture, qu'il est à la FNSEA, au COPA-COGECA, la structure européenne de la FNSEA, président du port de La Rochelle, Sophie Proté à l'Avril. Mais il y en a de partout, quoi. Il y en a de partout. Moi, je sais pas comment il peut faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour voir les points convergents entre toutes ces casquettes. Il a besoin d'être influent, il a besoin de peser sur les choses. En fait, il tisse sa toile. Il tisse sa toile autour d'un empire Sophie Proté à l'Avril, mais autour aussi d'une vision des choses, une vision de l'agriculture, une vision du commerce, en fait. Le groupe Avril Sophie Proté est en train de contrôler une partie du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne, mais ailleurs aussi. Donc ça montre que l'agriculture en tant que telle, alors que par définition l'agriculture, je veux dire qu'il s'inscrit dans une démarche de territoire. C'est un secteur économique qui est en train de nous échapper à nous paysans. C'est un secteur économique qui va être de plus en plus et qui est de plus en plus contrôlé par des financiers.
Entre rage et désespoir, entre revendications et remises en cause qui n'ont jamais été aussi nombreuses, le salon de l'agriculture est cette année, vous l'avez tous constaté évidemment, un lieu sous haute tension. Et notre invité le sait mieux que personne. Bonsoir Xavier Belin. Bonsoir Michel Président de la FNSEA. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous donc sur le salon de Public Sénat avec l'agence France Presse. Vous répondrez comme chaque semaine aux 3 grandes questions de l'émission. Première question, on l'a vu, on le voit d'ailleurs encore au moment où nous parlons, Marine Le Pen échappe depuis ce matin ici à toute huée. Elle est accueillie avec une certaine bienveillance par le monde agricole. Alors, est-ce que ça vous affole? Deuxième question, quelques heures après la fin des négociations commerciales. C'était à minuit, l'heure du crime, diront peut-être les producteurs. Est-ce qu'il y a toujours cette victoire du pot de fer, c'est-à-dire la grande distribution sur le pot de terre? Vous le direz tout à l'heure à Anne Chaon de l'agence France Presse. Et puis enfin, troisième partie de l'émission, troisième partie de Preuve par 3. Eh bien, ce sera accusé Xavier Belin. Défendez-vous, répondez à vos détracteurs. Ils sont nombreux car on les attend. On les entend nombreux également depuis le début du salon, de Jean-Luc Mélenchon à d'autres responsables politiques. Et puis vos rivaux syndicaux également, qui vous tiennent, vous, comme premier responsable de ce qui arrive aujourd'hui à l'agriculture française. Alors, première question, Xavier Belin. Parmi vos spécialités ici pendant le salon, c'est l'accueil des personnalités politiques, évidemment. Oui. Alors, oui. Il y a eu le chef de l'État, demain il y aura Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, parmi les responsables politiques, Marine Le Pen, vous êtes allé l'accueillir? Non. Non, et j'attends d'ailleurs qu'elle vienne nous rendre visite sur le stand de la FNSEA parce que c'est le lieu où on peut discuter. Je dois dire qu'avec Marine Le Pen, les relations ne sont pas simples. D'abord parce qu'elle m'accuse régulièrement, sans vraiment d'ailleurs se plonger sur les questions de fond, ce que je regrette. Elle vous accuse elle aussi alors? Oui, je peux aussi moi tenir des propos finalement qui vont dans le sens du poil, qui rassurent, Je crois qu'aujourd'hui on doit la vérité. On la doit aux éleveurs, on la doit aux agriculteurs, on la doit aussi aux consommateurs et aux citoyens. On est dans une situation très difficile, avec des marchés mondiaux qui sont quand même plutôt récessifs. Avant d'entrer dans le fond du dossier, il y a quand même la question de Marine Le Pen. Vous me dites, vous n'êtes pas allé l'accueillir, donc c'est un choix délibéré de votre part. Vous dites, elle ne vient pas nous voir, mais vous non plus, vous n'allez pas l'accueillir. Le président de la FNSEA, il va accueillir les membres d'abord de l'exécutif, le chef de l'État, le Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture, ça va de soi. Bien sûr. Bon. On n'a pas à accueillir non plus toutes les personnalités qui passent sur le salon. C'est nous qui aujourd'hui sommes en situation de recevoir les personnalités. Je dois d'ailleurs dire qu'à la FNSEA, on a proposé 11 questions à toutes les personnalités politiques qui vont passer et on leur demande de pouvoir répondre à ces questions. Alors je le disais, une certaine bienveillance quand même, vous l'avez constaté, vous allez sans doute pouvoir le déplorer dans un instant pour la présidente du Front National. On l'écoute, elle a tenu ses propos tout à l'heure lors de sa visite. Aujourd'hui, la situation est une situation catastrophique. On le dit chaque année, mais l'urgence, c'est maintenant. Les mesures qui auraient dû être prises il y a 2 ans n'ont pas été prises. Aujourd'hui, on parle encore de négociations. On essaye de faire de cette crise un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Il faut faire le bras de fer avec Bruxelles maintenant. Stop. C'est terminé. Moi, je crois que pour sauver la peau des éleveurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est très clair. Parce que cet homme-là, c'est l'homme qui défend toutes les mesures qui sont en train de tuer l'agriculture française. Alors, Marine Le Pen, fidèle à son discours, haro sur l'Europe. La peau du commissaire. Alors, qu'en pensez-vous? Ça va très loin. Que pensez-vous de cette demande de démission du commissaire européen? Bon, d'abord, je suis heureux que Marine Le Pen parle d'Europe. C'est rare. Non, elle en parle souvent. Non, elle en souvent parle la faute uniquement, sur l'Europe, vous savez. Oui, pour la faute ou pour sortir de l'Europe. Oui. Là, elle dit finalement, les problèmes que nous avons en France, ils viennent de l'Europe. Ce sur quoi je suis d'accord. C'est vrai en partie. Il y a une grande partie des problèmes aujourd'hui, l'embargo russe. Sur la démission de Phil Hogan. Non, attendez, enfin, après, bon, moi ça ne me regarde plus. On a aujourd'hui des institutions. Est-ce qu'on veut mettre la cabane sur le chien, comme on dit chez moi? Est-ce qu'on veut aussi travailler et faire progresser un certain nombre de postures? Moi, ce que je demande aujourd'hui à Phil Hogan, c'est 2 choses. D'abord, qu'il sorte de sa posture libérale. Mais ça, c'est impossible. Peut-être que la solution, c'est de changer de commissaire. C'est pas forcément impossible. C'est aussi à Juncker de faire le boulot. Il y a un président de la Commission européenne. Vous lui demandez de se renier. C'est pas de se renier. Et de renier aussi toutes les options de l'Europe aujourd'hui. Michel Grossior, il s'agit de comprendre et d'accepter un fait qui est que l'agriculture ne peut pas être traitée comme un autre secteur économique. Parce qu'on travaille avec du vivant, on travaille avec des impondérables, qui s'appellent le climat, qui s'appelle l'évolution sur les marchés. Ça doit être pris en compte. Or, la PAC actuelle, il est vrai, ne répond plus à ces situations de crise. Donc il faut restaurer un certain nombre de mécanismes. Mais par ailleurs,
il faut aussi qu'avec nos collègues européens, nous faisions convergence. Je demande aussi aujourd'hui au chef de l'État de bien prendre en compte la situation agricole. La France est la première puissance agricole européenne. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui a les moyens, a la conviction de mettre au même titre que le Brexit, peut-être même que la question des réfugiés, même si je suis prudent sur ce sujet-là, la question agricole au même niveau? Pour le dire autrement, est-ce que la voix de la France aujourd'hui peut être entendue? C'est ça notre sujet. À partir de là, je pense qu'avec Mme Merkel, avec un certain nombre d'autres dirigeants, la Commission se pliera quand même aux demandes des États membres. Alors, je vous ne entends. renvoyons pas systématiquement toutes les responsabilités à la Commission. Si les États membres ne sont pas convaincus eux-mêmes, ne nous étonnons pas que la Commission donc soit dans vous une renvoyez la balle, vous, sur le gouvernement français. C'est ce qu'a fait également aujourd'hui Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'Agriculture, qui connaît bien le secteur et qui a d'ailleurs décidé de passer 3 jours pleins sur le salon cette année. On l'écoute et je vois un certain parallélisme dans vos propos. Je pense qu'il faut remettre en question la politique agricole commune dans la direction qu'elle a choisie aujourd'hui. Et je voudrais que la France en fasse une priorité aussi importante que la question des réfugiés aujourd'hui ou du contrôle des frontières. Parce que c'est l'avenir de nos paysans qui est en jeu. Et je voudrais que la France tape du poing sur la table au niveau du président de la République, à qui j'ai écrit, je lui ai demandé de le faire, en rassemblant tous les chefs d'État et en disant la direction actuelle de la politique agricole commune nous emmène tous dans le mur. Parce que vous êtes en train de supprimer tous les instruments d'intervention, tous les instruments de régulation. Vous êtes en train d'aller vers une libéralisation totale qui va aboutir à la fermeture de dizaines de milliers d'exploitations en Europe. C'est à la France de taper du poing sur la table pour réclamer cette régulation et c'est l'enjeu le plus important aujourd'hui pour nos agriculteurs. Alors, vous avez calé vos discours, c'est ce que vous dites en fait. Vous estimez qu'il y a un bras de fer aujourd'hui, bien sûr, entre la France et l'Europe et que la France n'est que faiblesse alors. Je rajoute quand même un argument au propos de Bruno Le Maire que je partage, je le dis très clairement. Quand je discute aujourd'hui avec les dirigeants allemands, qu'ils soient politiques, qu'ils soient syndicaux, j'entends à peu près la même réponse. Laissons mourir les plus faibles et ça fera de la place pour les autres. Ça n'est pas acceptable. Les plus faibles aujourd'hui, ça voudrait dire qu'en France, on abandonne en moyenne la tranche 25-40 ans, des gens qui viennent d'investir, qui sont en pleine capacité de pouvoir produire et d'assurer l'agriculture de demain. Ce n'est pas acceptable comme propos. Donc, quand on évoque la régulation, quand on évoque la crise, oui, il faut aujourd'hui des instruments au niveau communautaire. D'accord, et donc il faut peser à Bruxelles. Mais je reviens quand même sur l'accueil qu'a reçu ici Marine Le Pen. Est-ce que ça vous affole? Puisque c'était la question de cette première partie de Preuve par 3. Je ne sais pas si ça doit m'affoler, mais ce que je veux quand même que mes collègues comprennent, c'est qu'on peut se contenter comme ça d'un discours un peu facile, un peu démago quand même, disons-le. On doit aussi analyser l'ensemble des sujets. Et je note quand même que pour beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, qui sont très très majoritaires, chacun a conscience que si l'agriculture française aujourd'hui est arrivée à ce niveau de performance, elle le doit aussi à la construction européenne. Ce que nous avons à faire, c'est beaucoup plus que de dénoncer, que de faire en sorte que les fissures aujourd'hui qui pourraient apparaître dans la construction européenne ne cessent de s'élargir. Moi, je préfère travailler à la convergence européenne qu'à des formes de divergence et surtout à des formes d'opposition. Je voudrais dire d'ailleurs qu'à ce propos-là, en particulier sur le plan social, sur un certain nombre de normes environnementales, oui, il y a des distorsions d'un pays à l'autre. Qu'attendent les institutions communautaires pour nous rapprocher et faire en sorte que ce marché unique puisse perdurer? Mais quand vous voyez aujourd'hui vos adhérents, beaucoup de personnes du monde agricole, parce qu'ils sont à bout. C'est ces discours de la démagogie, c'est celui de Marine Le Pen, vous venez de le dire. Mais ils sont à bout. Ils sont à bout. Quand aujourd'hui vous perdez 3-4 000 euros par semaine quand vous êtes producteur de porc, ne vous étonnez pas que des discours un peu faciles puissent être évidemment des discours de réassurance. Est-ce que ça construit pour autant? Je ne suis pas sûr. Moi, je suis en train de me battre en ce moment pour mettre sur pied un fonds à destination des producteurs de porc, payé par la grande distribution qui aujourd'hui se fait quand même, sans jeu de mots, beaucoup de gras sur le dos des paysans. Ce fonds, on va le mettre en place. Ce n'est pas la panacée, mais ça va permettre pendant quelques mois de ramener de la trésorerie, de ramener un peu d'oxygène. C'est du concret. Je ne suis pas en train de faire de l'incantation sur ces sujets-là. D'accord. À propos du ministre de l'Agriculture, il passe des mauvais quarts d'heure ici, quand il se promène sur le salon. Clairement. Il est copieusement hué. Il a été sifflé tout à l'heure aux questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. On peut poser la question des forces et des faiblesses, peut-être surtout de votre ministre de l'Agriculture. Je vais faire peut-être une question à la Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut demander sa démission quand on est dans votre situation? J'en sais rien, en tout cas. Bon, moi, vous savez, je suis républicain, je suis démocrate. Il y a un gouvernement, on travaille avec les ministres en poste. Ce que je peux noter quand même, c'est que il y a probablement chez le ministre de l'Agriculture une difficulté de forme en particulier. Il est porte-parole du gouvernement.
il prend la parole 8 fois sur 10 pour parler de tas de sujets qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. L'agriculteur, lui en face, derrière son écran, derrière son poste de radio, il entend quoi? Il entend son ministre parler de tas de sujets, ne pas parler d'agriculture. Donc il faut bien comprendre que ça ait forcément des impacts. Peut-être que l'erreur du président de la République, ça a été de le confirmer dans ce rôle de porte-parole. Peut-être aurait-il fallu que définitivement, on le nomme ministre de l'Agriculture. C'est votre souhait, même votre revendication. Là. Donc, c'est une revendication parce que vous lui demandez, il faut lui enlever une casquette. D'abord, on a besoin d'un ministre à plein temps. D'accord. On a besoin d'un ministre qui soit mieux et plus présent à Bruxelles. Il l'est depuis quelques semaines parce que ça chauffe. Peut-être insuffisamment auparavant. Je lui dis aussi, attention, il ne suffit pas d'aller à Bruxelles, il faut faire aujourd'hui alliance et rechercher des majorités au sein des États membres pour porter aussi nos sujets. Alors vous dites qu'il ne suffit pas d'aller à Bruxelles, mais on lui a fait le procès également à Stéphane Le Foll de ne pas aller suffisamment au Conseil européen de l'agriculture. Oui, est-ce que ça c'est un reproche que vous lui adressez vous aussi? Non, d'ailleurs j'ignorais ce taux de présence. Je l'ignorais, non vraiment, je suis sincère. Mais le Conseil des ministres, c'est une chose. La construction d'une pensée, au fond, d'une réaction au niveau de la crise européenne, c'en est une autre. Et ça se construit. Je fais en ce moment même, moi, la tournée des capitales pour aller voir mes collègues, mes homologues, et leur dire, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une feuille de route? Comment est-ce qu'on régule demain en lait, en porc? Quel type de mesures de gestion de crise on peut mettre en place? Ça se construit, tout ça. On ne peut pas une fois par mois être à Bruxelles et dire, voilà ce que je pense, voilà ce qu'il faudrait. Non, il faut construire tout ça. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous réclamez un ministre à temps plein en quelque sorte. Vous avez eu l'occasion de le dire directement au chef de l'État lors de l'inauguration. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? On est reçu, on discute quand même. Vous dites ça au chef de l'État, il vous entend? Écoutez, il prend ses responsabilités. Moi, je discute avec le ministre de l'Agriculture, je discute aussi avec le ministre de l'Économie et des Finances, je discute avec le ministre du Travail parce qu'on a des sujets qui nous sont évidemment très propres en matière agricole. On a beaucoup de saisonniers en agriculture, on ne les traite pas forcément bien dans les différents projets de loi. La loi sur la pénibilité, par exemple, la loi sur la complémentaire santé, sur tout ça, l'agriculture est mal servie. Donc voilà, on fait aussi notre travail de responsable professionnel. Donc vous vous sentez un peu délaissé d'une certaine manière, si je comprends bien. En tout cas, bon, aujourd'hui, je peux au moins dire, et ça ne frustrera pas le ministre parce que lui-même l'a reconnu, je pense qu'il a sous-estimé la profondeur et la gravité de la crise. C'est seulement depuis un passé assez récent qu'on a vraiment pris en compte la dimension qui était devant nous. Je rappelle qu'à ce même salon, à ce même plateau, il y a un an, reprenez mes propos, j'alertais déjà sur un début de crise qui était sérieux. Un an après, ça s'est plutôt aggravé. Alors, qui découle en partie, on l'a dit, d'un certain nombre de décisions de l'Union européenne qui ont mal été gérées. C'est notamment la fin des quotas laitiers. Bien sûr, mais aussi parce que, enfin, disons les choses simplement, mais en même temps très directement. Comment se fait-il qu'un certain nombre de pays aujourd'hui ne vivent pas la crise de la même manière que nous la vivons ici? Simplement parce que nous avons des niveaux de compétitivité en France qui n'ont plus rien à voir. Donc ça, c'est notre faute. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que j'ai salué la semaine dernière une des annonces du Premier ministre, qui va être une baisse de charges sociales, c'est ce que vous avez obtenu, mais pour toutes les années à venir. Les annonces de Matignon que vous voulez positiver. Oui, comme parce président que je crois de que de temps en temps, il faut quand même, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. On va écouter le Premier ministre parce qu'il a été interrogé lors de sa visite samedi et on lui a demandé si les agriculteurs lui faisaient encore confiance face à toutes ces crises qui s'accumulent. Ils savent qu'à notre niveau, nous agissons déjà, mais qu'il faut d'abord que les professionnels se réorganisent, que les filières se réorganisent. Et il faut agir aussi au niveau de l'Europe. On nous a aussi beaucoup parlé des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Non, moi je pense que cette confiance, elle doit continuer. Ils savent de toute façon qu'il n'y a pas de solution facile et toute faite. Et que les messages de démagogie ne peuvent pas passer non plus. Voilà, donc le Premier ministre hier ici au Salon, vous lui faites toujours confiance? La confiance, elle se gagne aussi par les décisions et surtout par le respect des décisions prises. Ce que j'attends, c'est que tout ce qui a été annoncé là depuis 2 semaines se mette en œuvre très très vite. Donc il y a des décrets à prendre, par exemple sur la baisse des charges, il y a des décrets à prendre sur les normes et sur la réglementation que nous attendons. Si tout ça vient en temps utile, oui, alors nous pourrons dire qu'il y a une relative confiance aujourd'hui avec l'exécutif. Mais je vais rajouter un propos qu'a tenu le Premier ministre. Il dit qu'il faut aussi travailler sur les filières. Et il a raison là-dessus. On a besoin aussi de se restructurer, de renforcer le rôle de nos filières. Mais ça suppose aussi qu'on n'ait pas un double discours en France. La chance de l'agriculture française, c'est sa diversité. Or,
qu'est-ce qui se passe depuis des années? On oppose les uns et les autres. On oppose une certaine organisation qui permet de répondre à un champ très concurrentiel qui est le champ mondial. On nous a versé, à travers des négociations commerciales depuis des années, dans une grande cour mondiale sur laquelle il faut quand même donner des coudes et jouer des coudes. Oui. Mais en même temps, on doit aussi défendre une agriculture qui est beaucoup plus orientée sur des produits très segmentés, à haute valeur ajoutée. Le secteur est on double, a besoin de l'une et de l'autre de ces agricultures, pas l'une ou l'autre. Bon, parce que certains se disent que les plus gros veulent tuer finalement la petite paysannerie, mais on y reviendra. C'est pas notre intérêt. Ah oui, c'est pas l'intérêt. Mais bien sûr. Oui. Regardez sur ce salon d'agriculture. Peut-être pas vous, mais peut-être d'autres si, oui. Attendez, ne jouons pas avec les mots, c'est trop sérieux. Oui. On a tout intérêt à défendre une AOC en Comté, en Corse ou dans le Sud-Ouest, comme on a aussi intérêt à mettre dans des conditions économiques des agriculteurs qui sont confrontés à un marché mondial. Même si ça devient deux secteurs qui n'ont vraiment plus rien à voir, en fait. Non, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, même s'ils s'éloignent de plus en plus. Je voudrais quand même vous donner un chiffre, parce que moi, je suis irrité par tout ce que j'entends. La consommation en France... C'est pas fini, vous avez entendu la troisième question de l'émission. C'est un point très important. La consommation en France de produits sous signe de qualité, bio, label, AOC, indication géographique, etc., c'est moins de 20% de notre consommation. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors cessons d'opposer, jouons les synergies, jouons les complémentarités, mettons toutes ces agricultures en bonnes conditions économiques pour les pouvoir s'exercer. Encore une question avant d'aborder la deuxième partie de l'émission. Vous allez accueillir Nicolas Sarkozy demain? Il sera accueilli comme Madame Le Pen. S'il passe ici, non, mais vous n'y étiez pas pour Marine Le Pen. Non, mais pour l'ancien chef de l'État, vous serez là. Nous sommes ici sur un salon ouvert. On accueille tout le monde. Ah bon? Bien sûr. Ah, mais là, vous m'avez dit tout à l'heure que si Madame Le Pen délibérément, vous n'êtes pas allé accueillir Marine Le Pen. Vous irez demain accueillir Nicolas Sarkozy. Si Madame Le Pen ne veut pas passer sur le stand de la FSA, c'est son choix. Non, Monsieur Sarkozy passera sur le stand de la FSA. Mais vous allez lui demander des comptes parce que c'est facile d'accuser le pouvoir en place. Mais par exemple, la loi LME dont on va parler tout de suite là, et puis les normes. Le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est dû à l'ancien président. En tous les cas, ça remonte à son quinquennat. Alors vous allez lui demander des comptes? Ah, bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, il se fâche souvent quand je lui demande des comptes là-dessus. Oui. Alors il va se fâcher encore demain. C'est possible. C'est aussi une information. Ah oui, vous allez nous le fâcher. Oui, parce que, encore une fois, je crois qu'il faut être équitable. Bon. Il y a évidemment un certain nombre de sujets qui sont à affecter à d'autres gouvernements, et en particulier sur le Grenelle de l'environnement. Ce que les paysans ont mal vécu, c'est que systématiquement, depuis le Grenelle, toutes les normes, toutes les réglementations ont été élaborées, non pas en concertation avec la profession agricole, mais contre la profession agricole. Donc, en fait, et ça, c'est discutable. Vous renvoyez dos à dos la gauche et la droite. Vous savez, moi, je suis paysan, je suis syndicaliste, je suis dirigeant professionnel. Donc, les questions politiques, de petite politique, ça ne m'intéresse pas. D'accord, mais non, ce qui m'intéresse, c'est les sujets de fond. En fait, c'est ce qui se passe ici. Non, c'est les sujets de fond. Non, mais là, on ne renvoie dos à dos la gauche et la droite, d'où le succès de Marine Le Pen aujourd'hui. On ne vit pas en tout cas de promesses. C'est tout ce qu'on peut retenir. Et aujourd'hui, même si un certain nombre de dirigeants de l'opposition ont beau jeu de critiquer ce qui se passe, j'espère que dans leur programme, ils seront aussi intégrés, y compris prendre en compte peut-être des erreurs qu'ils ont eux-mêmes quand vous aurez recueilli. Ils ont eux-mêmes gérées pendant quelques années. On le verra quand vous pourrez dépouiller tous les questionnaires que vous leur avez soumis lors de ce salon cette année, puisqu'on en avait marre des visites, apéritifs et dégustations uniquement. Alors, quelques heures après la fin des négociations commerciales avec la grande distribution, l'ultimatum c'était cette nuit, là, à minuit, y a-t-il eu victoire du pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire des grands distributeurs qui étranglent, dit-on, les petits producteurs? Vous allez le dire dans un instant à Anne Chaon de l'AFP. Et on écoute d'abord le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, pour qui la course à la baisse des prix du lait a été enrayée cette nuit. On l'écoute. Ce que je sais, puisque ça s'est terminé à minuit, c'est que pour ce qui est des prix sur le lait, les engagements qui avaient été demandés par le gouvernement à la grande distribution, aux industriels, de stopper ce qui était la course à la baisse au prix, a été, semble-t-il, un engagement qui a été tenu. On arrête cette spirale à la baisse. C'était la demande qui était faite. On était sur des discussions, d'après ce qu'on avait eu comme information, qui continuaient à mettre une pression sur les prix. C'était insensé dans la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, Anne Chaon est avec nous, notre consoeur de l'AFP. Bonsoir Anne. Bonsoir Monsieur Belin. Il a l'air content, le ministre Stéphane Le Foll. Vous partagez son soulagement? Il semble même un peu optimiste. Moi, j'ai d'autres infos depuis minuit hier soir, puisque jusqu'à 1h du matin, on a essayé de savoir où en étaient les négos, comme on dit.
Je note qu'il y a des contrats non signés à minuit hier soir. Qui portent sur quoi exactement? Notamment sur la production porcine. D'accord. Alors qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est évidemment toujours cette tendance naturelle où depuis des années, toute négociation, quel que soit le contexte dans lequel nous soyons, au plan international ou européen, démarre avec des moins, systématiquement. C'est la raison pour laquelle nous demandons, nous, à intégrer dans ces négociations commerciales, à travers notamment peut-être une révision à nouveau de la fameuse loi de modernisation de l'économie, on va en parler, des indicateurs de coût de revient ou de coût de production des producteurs agricoles. Aujourd'hui, il faut bien voir comment ça se passe. La négociation, elle se situe à l'aval de la production agricole, entre une laiterie, un industriel, un abattoir, un transformateur et les enseignes de distribution, notamment sur l'aspect des marques. Bon. Est-ce qu'à aucun moment, on prend en compte le coût de revient du producteur? Jamais. Mais ça paraît aberrant. C'est aberrant. C'est tellement aberrant que nous sommes le seul secteur, le seul, aujourd'hui, où nous acceptons en France que nous puissions vendre à perte. C'est le seul secteur. L'industrie agroalimentaire se plaint énormément aussi. Le président de l'ANIA, Jean-Philippe Girard, me disait ce matin, c'est encore pire qu'en 2015. Oui. Intimidation, gros bras. Oui. Moi, j'aimerais d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil que je vous fais. Il y a beaucoup de journalistes d'investigation aujourd'hui, et j'en sais quelque chose. Bon, j'aimerais que de temps en temps, certains se faufilent dans ces négociations. Ce serait très intéressant. Vous croyez qu'on y aurait accès? Allez-y. Mettez-nous sur la voie. Vous savez ce que vous allez vivre? On va vous convoquer à midi. À 20 h, on va vous faire passer. Mais entre-temps, on vous aura fait un temps dans une salle non chauffée, à peine éclairée, sans rien à déjeuner, sans rien à dîner. Et c'est ça, les négociations. On intimide les commerciaux. On est aujourd'hui dans un monde de barbares, de voyous, dans les négociations commerciales. Je le dis avec beaucoup de force, et ça n'enlève rien aux propos que tiennent les directeurs ou les patrons d'enseignes, qui eux nous disent, oui, j'allais dire, les voyous, on les connaît. Alors c'est Michel-Édouard Leclerc, c'est Serge Papin, c'est tous ces gens-là qui sont des voyous. La main sur le cœur, ils nous disent aujourd'hui, mais tout va bien, on discute, on négocie. Sauf que leurs commerciaux aujourd'hui, je vais reprendre les propos de l'un d'entre eux, que je ne citerai pas. La grande distribution, c'est un bordel organisé. Voilà ce qu'on me dit. Ça veut dire quoi? Et un bordel créatif. C'est-à-dire qu'en gros, on a des axes, on a des orientations, et après, messieurs les commerciaux, débrouillez-vous. Vous êtes payés à la commission, vous avez bien fait votre boulot, tant mieux pour vous. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est la fameuse LME, la loi dite de modernisation économique adoptée en 2008, qui a organisé en fait cette sauvagerie. Entre autres. Alors depuis, il y a eu la loi Hamon qui a corrigé quand même un certain nombre de choses, mais elle n'est pas allée assez loin. Et c'est la raison pour laquelle je le dis avec beaucoup d'insistance. Si désormais, dans toutes les formes de contrats, de négociations, nous n'intégrons pas le maillon de la production, je pense que alors nous nous retrouvons chaque année avec les mêmes difficultés. Alors justement, ça, c'est une avancée qui doit pouvoir être permise par la loi. François Hollande s'est exprimé sur cette question. Il menace effectivement de durcir la législation si cette liberté de négociation qui a été accordée aux distributeurs, au prétexte de favoriser les consommateurs, se retourne contre les producteurs. On écoute le chef de l'État. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Et cette loi sera votée avant l'été. Et je dois dire aux distributeurs, même si je ne veux pas faire là aussi de simplification outrancière qui dirait voilà, les seuls responsables ce sont eux. Il faut essayer de voir quelle est la responsabilité de tous. Mais je leur dis attention à ce que vous allez faire dans les 48 prochaines heures parce que ça va déterminer le contenu de la prochaine loi. Voilà pour cette interview réalisée par Olivier Allemand de nos amis de Campagne TV. Si on revoit cette loi d'ici l'été comme le propose le président et qu'on flèche à chaque étape de la chaîne le coût de revient, on va peut-être allumer aussi l'industrie. Alors d'abord ce seront des indicateurs à dire d'experts. Ce n'est pas mon coût de revient qui va être pris en compte, vous pouvez bien le comprendre, mais en même temps par quels moyens pouvons-nous quand même définitivement introduire dans ces négociations et au fond par transparence avoir la possibilité d'introduire quand même ce coût de revient dans la négociation. C'est ça le sujet auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Les éleveurs parlent de loi Leclerc à propos de la LME. À l'époque, vous aviez été associé aux travaux? Oui, mais on n'a pas été entendu.
On n'a pas été entendu. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a des intérêts divergents. Et une des questions quand même qui est posée aujourd'hui, notamment par rapport à cette guerre des prix à laquelle se livrent les enseignes, qu'on le veuille ou non, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui en face de plusieurs enseignes. On est en face de 4 centrales de distribution, pas plus, 4 centrales d'achat, pardon, qui aujourd'hui, à l'évidence, pèsent à peu près 20-25% du marché. Est-ce qu'on a capacité ou non à réintroduire une sorte de pacte de confiance entre producteurs, transformateurs et distributeurs, enseignes de restauration au domicile au passage également, pour faire en sorte qu'on retrouve quand même de l'équité dans ces négociations commerciales. Alors, tout à l'heure, vous demandiez une action plus vigoureuse des pouvoirs publics vis-à-vis de l'Europe, mais c'est aussi la demande qui est formulée dans l'application de la loi LME par un ancien ministre du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est Hervé Novelli, qui était en charge, on s'en souvient, de la consommation. On l'écoute et vous pourrez réagir. L'État a failli. L'État n'a pas poursuivi les grandes enseignes comme moi je l'ai fait. Un certain nombre de ministres n'ont pas agi comme ils auraient dû parce que l'un des équilibres, c'était la capacité qu'avait l'État à assigner les grands réseaux de distribution si les contrats n'étaient pas équilibrés. Je l'ai fait et je n'ai donc pas de leçon de recevoir sur la nécessité de rechercher l'équilibre. Là encore, montrer les muscles face aux distributeurs. Je voudrais juste réagir. J'ai plus le micro. Je crois qu'on vous entend, mais il y a un peu de bruit autour de nous. Bon, pardonnez-moi. Ce que je voulais juste dire, c'est que il y a évidemment ce que la loi peut permettre. Il y a ce que la loi doit faire, notamment en matière de contrôle. Mais nous avons aussi... Micro, Monsieur Belin. Je crois qu'il y a un problème de micro. Problème de son. Alors, est-ce que je dois passer mon micro à Monsieur Belin ou bien est-ce qu'on vous entend? C'est bon. Non, c'est bien. Non, ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a ce que la loi peut permettre. Il y a ce que la loi en particulier doit mettre en œuvre, notamment en matière de contrôle, de respect des contrats. C'est un point très important. Mais il faut aussi en même temps que dans nos filières, dans la relation contractuelle qui s'établit, on ait aussi une capacité de jouer un peu plus à transparence, un peu plus à confiance. Ok, alors je fais une petite pause parce qu'il y a des manifestants là qui vous interpellent, j'ai cru le comprendre, puisque je vois des slogans contre les OGM. On vous a entendu? On vous a entendu, messieurs, et la question sera posée à Monsieur Belin, qui effectivement a tenu des propos qui ne vont pas dans votre sens sur ce sujet, mais on y reviendra. Alors, la suite de notre conversation. Pour rester sur la question des prix, il faut dire que là, les négociateurs de la distribution, ils sont bien aidés par l'effondrement des cours mondiaux. Oui. Quand on est sorti des quotas l'année dernière, au mois de mars, on n'a pas entendu le monde agricole s'inquiéter de cette sortie de quotas. Ah bon? Qui avait été négocié bien en avant. On était plutôt sur on va augmenter la production, on va miser sur l'exportation. C'était risqué comme pari. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce que je reconnais, c'est que la France a été isolée au moment de la discussion sur la sortie des quotas. Nous étions, nous, demandeurs de maintenir un système, alors peut-être pas de quotas, mais de maîtrise de la production, parce que nous craignons ce qui arrive en ce moment. Il faut bien voir que quand je regarde sur un an, à peine un an d'ailleurs, avril à décembre 2015, fin des quotas en avril, des pays ont augmenté leur production de 4 à 10%, et pas des moindres. Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, etc. Et pourquoi la France n'y arrive pas en ce cas-là? Mais c'est pas que la France n'y arrive pas, c'est que la France a une certaine... surtout non, mais la France a une certaine idée de la maîtrise de la production. On a progressé de 1%. On est même en dessous des autorisations de quotas qui nous étaient permises avant avril 2015. Donc je pense que la France ne peut pas être accusée aujourd'hui d'être en surproduction. Je vous donne un autre paramètre intéressant. 15 ans en arrière, la production de porc, Allemagne, France, Espagne, 25 millions de cochons produits chaque année. En 2015, 15 ans après, on est à 21 millions en France, 40 en Allemagne, 46 en Espagne. Donc cessons aussi de dire que la France ne fait pas son travail d'une certaine maîtrise, d'une certaine régulation. Monsieur Belin, la France est la première puissance agricole d'Europe. Les dernières statistiques Eurostat, 18% à elle seule 18. de la production européenne. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le marasme et le malaise n'a lieu qu'ici? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que les paysans sont aussi malheureux dans les pays voisins? Parce qu'en valeur relative, un certain nombre de nos collègues aujourd'hui, c'est vrai sur l'Allemagne, mais c'est vrai aussi sur les pays d'Europe centrale et orientale, c'est vrai pour l'Espagne, ont une attitude beaucoup plus conquérante et d'ailleurs viennent nous prendre des parts de marché sur notre propre marché. Alors, il ne s'agit pas de dire il faut produire plus. Il s'agit simplement de dire est-ce que sur un marché européen 28, est-ce qu'on peut se doter d'un certain nombre et d'un minimum de moyens de régulation de la production
ou alors ça veut dire qu'on organise à l'intérieur même des frontières européennes une espèce de concurrence exacerbée où, comme je vous le disais tout à l'heure, les plus faibles tomberont. Je crois qu'on n'a pas intérêt à ça aujourd'hui. Justement, on pointe très souvent des distorsions de concurrence avec les voisins immédiats, l'Allemagne et l'Espagne, avec des ouvriers payés à 3 € de l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irréversible? On a assisté à la fin de la sidérurgie, à la fin du textile en France. Est-ce qu'on vit aujourd'hui la fin de l'élevage? Non, bien sûr que non, et surtout pas parce que, d'ailleurs, ne soyons pas paradoxaux ou contradictoires. Quand le ministre a fait sa loi d'avenir, il a voulu mettre en avant justement, sinon un rééquilibrage, en tout cas un équilibre durable entre végétal et animal. Là-dessus, nous le suivons. Mais encore faut-il quand même que les productions animales puissent aussi trouver leur propre environnement économique pour pouvoir perdurer. Je prends un seul exemple. En production laitière aujourd'hui, bien sûr, on parle du Grand Ouest. Mais je vais prendre une autre région qui est la Lorraine ou l'Est de la France. Des systèmes mixtes, végétal, animal, sur la même exploitation. Si le prix du lait durablement ne permet plus de rentabiliser le travail de l'éleveur, que croyez-vous qu'il arrive? Ça voudra dire qu'on abandonnera l'élevage laitier au profit de cultures céréalières. Ce n'est pas souhaitable en termes d'équilibre, ce n'est pas souhaitable non plus en termes d'écosystème, tout simplement. Vous parliez vous-même d'écosystème, mais de paysage, mais même au-delà de ça, d'équilibre végétal-animal. Est-ce que vous avez des chiffres concernant justement les conversions? Les éleveurs qui ont abandonné l'élevage ou bien simplement qui se sont retirés, qui ont jeté l'éponge? Non, je n'ai pas de chiffre précis, mais on en a tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rend fébriles, parce que malheureusement, là où il y a une densité d'élevage, ça veut dire qu'on a les infrastructures autour, avec du ramassage, de la collecte, des laiteries, des ateliers d'abattage ou de découpe en porc ou en viande bovine. Là-dessus, ça fonctionne. Là où il y a une densité plus faible, imaginez que 10-15% des éleveurs se disent terminés, moi je mute sur un autre système. Est-ce que ces entreprises de l'aval de la production pourront perdurer? La réponse est non. Voilà, il y a tout un équilibre économique, social, un écosystème à respecter. Une dernière question, Anne. Absolument, une dernière question qui est toujours abordée avec beaucoup de pudeur, des timidités même par le monde agricole concernant les suicides. Les dernières statistiques officielles dont on dispose, qui remontent à 2013, disaient qu'entre 2008 et 2013, on avait un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Est-ce que vous avez des remontées du terrain aujourd'hui pour vous dire où on en est, en particulier dans l'Ouest, où on est confronté à la fois aux crises du lait et du porc? C'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur à en parler parce que c'est un sujet difficile et délicat. Les chiffres aujourd'hui, alors, il faut les prendre aussi avec prudence. Il y a parfois d'autres causes que la seule cause économique. Il y a l'isolement, il peut y avoir des problèmes familiaux, enfin, mais tout ça se cumule quelque part. Et c'est vrai qu'on est plus proche, malheureusement, d'un acte fatal pratiquement chaque jour aujourd'hui en France. Je voudrais simplement dire que dans chaque département maintenant, nous avons des cellules d'accompagnement des agriculteurs en difficulté qui combinent à la fois des approches par des travailleurs sociaux, des psychologues, mais aussi un accompagnement social et économique. Et je demande pour ma part, je ne sais pas si on pourra loger ça dans cette fameuse loi Sapin 2, mais je demande qu'enfin nous ayons un vrai statut d'agriculteur pour protéger ne serait-ce que le patrimoine personnel et privé de l'agriculteur, parce que lorsqu'il y a des pots de bilan et que malheureusement ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe. Nous sommes un des rares secteurs à vivre cette situation. Il faut donc qu'on protège l'agriculteur et sa famille. L'outil de travail, c'est l'outil de travail. On peut avoir droit à l'échec, on peut avoir pour des tas de raisons exogènes, très souvent plus qu'endogènes, la possibilité aussi de déposer un bilan d'agriculture. Merci Anne Charon. Troisième partie de l'émission, donc vous allez pouvoir répondre à vos détracteurs, Xavier Belin. Il y en a dans l'assistance, on les a entendus un peu bruyamment tout à l'heure. J'ai vu des panneaux dénonçant les pesticides, dont vous seriez donc un tenant, et puis également le recours aux OGM. C'est vrai que vous les défendez d'une certaine manière, mais les prises de position se sont multipliées ces derniers jours, notamment depuis le début du Salon de l'Agriculture. Alors donc la troisième partie, elle est simple, à accuser Xavier Belin, répondez à vos critiques. Que dites-vous à vos détracteurs nombreux, par exemple Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan? Ce qui est en impasse, c'est tout ce modèle agricole. Et les gens ne peuvent pas se faire entendre. Vous avez vu, le ministre de l'Agriculture, lui, il respecte les traités européens. Ce sont les traités européens qui ont conduit à cette situation. Ensuite, il est flanqué de M. Xavier Belin, qui est le problème numéro 1 de l'agriculture française, à la tête de son syndicat, parce qu'il représente ce qui n'est plus vraiment de la paysannerie, mais une espèce de haute industrie liée à la finance et aux grandes transactions internationales.
Xavier Belin, c'est le pyromane qui fait semblant d'être pompier. Il a trahi les agriculteurs, il ne défend pas les quotas laitiers, il ne défend pas un prix garanti, il est dans le conflit d'intérêts permanent. Il est dans le conflit d'intérêts, il est plus industriel que paysan. Alors, Michael Zamès nous a rejoint. Bonsoir Michel, bonsoir Xavier Belin. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Dupont-Aignan, Ça n'appelle aucun commentaire. Ça n'appelle aucun commentaire. Vous êtes interpellé, vous pouvez au moins répondre. Non, c'est pas être interpellé, ça. C'est de l'invective personnelle pour se faire plaisir sur un plateau ou devant un micro. Ça n'appelle aucun commentaire, aucune réaction. Pareil pour le jour où ces messieurs auront le courage d'aborder les questions de fond, je viendrai débattre avec eux, pas sur ces sujets-là. Est-ce qu'il vous en faut du courage, vous, pour répondre à toutes ces critiques? Bien sûr, mais j'en ai, je suis combatif, mais pas sur ce type de propos. Est-ce que je vais m'occuper, moi, de la mine de M. Mélenchon? Ça ne m'intéresse pas. Qui viennent débattre des vrais sujets. Quand il nous dit aujourd'hui, par exemple, on ne s'occupe pas des problèmes d'agriculture, on oublie les prix garantis, on était contre, on était pour les quotas laitiers. Mais enfin, où vont-ils chercher ces informations? C'est du populisme à l'état pur. Alors, il y a une personne qui a fait irruption sur ce plateau. Enfin, on vous invite, madame. Bonjour. On vous donne la parole à une condition, c'est que vous acceptez quand même que nous restions ici les maîtres du jeu. Nous allons continuer notre émission comme prévu avec M. Belin. Nous avons également nos questions à lui poser. Vous savez, elles ne sont pas toutes tendres. Vous êtes intervenu avec des hauts cris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à M. Belin qui est là? Il vous répondra et puis vous retournerez dans le public. Eh bien écoutez, on est venu dire que nous on défendait une autre agriculture qui est une agriculture qui respecte le vivant. Parce que je pense qu'on a oublié que la terre c'était du vivant, que les agriculteurs sont des êtres humains, que les animaux sont des êtres humains, que les semences c'est aussi de la végétation vivante et que le consommateur il a droit à mieux. Que le système agricole actuel qu'on défend et que M. Xavier Belin défend, c'est pas le nôtre. C'est un système qui va à sa perte, qui produit mal et qui détruit nos agriculteurs. Et vous-même, vous exprimez à quel titre, vous personnellement? Au nom des faucheurs volontaires aujourd'hui, on est venu dénoncer les agrocarburants qui nous ponctionnent encore des terres et qui cultivent en porte des OGM cachés qui sont faits pour résister à des pesticides, qui sont les OGM tournesol et colza mutés, qui ont été exclus de la réglementation, mais qui sont quand même des OGM au terme scientifique du terme. Quoi. Bon, maintenant, vous êtes prête à écouter la réponse de M. Belin? Je l'écoute volontiers. Eh bien, il vous répond. Merci, madame. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à madame? Qu'est-ce que je peux répondre à madame? D'abord, je suis d'accord avec elle que l'agriculteur, sa première fonction, c'est de travailler avec le vivant. Et là-dessus, je suis complètement en phase. Le vivant, pardonnez-moi l'expression, on en vit tous les jours quand on est paysan. Maintenant, je veux rétablir 2-3 vérités. 1, aucune culture d'OGM en France. Aucune. 2, nous consommons tous les jours, en France et en Europe, des OGM que l'on importe massivement. Ça ne dérange personne. On ne le sait pas. Personne. On le sait pas. On le Mais sait si, pas, vous le savez. Mais bien sûr, on ne cesse de le proclamer sur tous les tons. Micro. On a demandé que les surfaces des non, madame, agrocarburants je vous ai soient écouté, mises laissez-moi pour vous les répondre. protéagineux Laissez-moi et pas vous des répondre. Alors, monsieur Belin, répondez. Oui, non mais, madame Comtesse, je peux vous donner les chiffres. 45 millions de tonnes, 35 de soja, 10 de maïs et autres productions qui rentrent dans l'Union européenne. Allez-y. Sur les OGM, par exemple. Mais c'est une vérité. Est-ce que ça nous gêne d'importer ces productions? On le dénonce tous les jours. Nos animaux sont nourris avec des pesticides. On a compris. Troisième réponse. Ne mélangeons pas tous les sujets en matière d'innovation et en particulier de technologie. Et je suis navré de dire à cette dame, que par ailleurs je respecte, je suis navré de lui dire qu'aujourd'hui, une des réponses de l'agriculture pour la France sera évidemment l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien tous les jours, par la semence, par les technologies du numérique, par l'informatique embarquée, bref, par un certain nombre de technologies aujourd'hui, par la robotisation, nous ferons de l'agriculture française à nouveau un pôle d'excellence. Ne nous trompons pas de combat. Et je voudrais enfin, quatrième sujet, dire à cette dame, et je ne peux pas être pris en défaut là-dessus, que la FNSEA, depuis toujours, défend toutes les agricultures. Ce n'est pas une contre l'autre, mais cessons d'opposer ces agricultures. Moi, je suis très fier aujourd'hui, quand je vais dans tel et tel territoire, de pouvoir consommer des produits de terroir et de dire que ça, c'est l'excellence française. Mais je suis tout aussi fier quand je vais à l'étranger et que je trouve un certain nombre de produits qui ont été exportés par les paysans français qui font aussi notre fierté. N'opposons pas toutes les agricultures de grâce. Xavier Belin, vous êtes interpellé un petit peu partout et même applaudi de temps en temps ça peut arriver. Par vos troupes. Est-ce que c'est pour vous le salon le plus difficile que vous ayez eu à connaître? C'est pas pour moi la difficulté.
À titre personnel, quand même. Mais pas du tout. La difficulté aujourd'hui, elle est où? J'avais prévenu le président de la République avant qu'il rentre dans le salon. Je lui ai dit les allées sont très fraîches cette année. Je ne suis pas trompé. Il fait même très froid. Très froide. Bon. Pourquoi? Parce que la crise, elle est profonde, elle est durable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un agriculteur continue à faire de la qualité, on va te mettre des cahiers des charges, on va t'imposer des réglementations, le prix, ah non, ça on n'en parle pas. Ça n'est plus tenable. Sur le plan personnel, personnel, ça ne tient pas, vous? Attendez, moi c'est pas le problème. Non mais le problème de Belin, il n'est pas là. Ouais. Si demain, mes collègues de la FNSEA estiment qu'ils sont mal défendus, ils changeront de président. Donc c'est un faux problème. Il y a zéro difficulté par rapport à ça. Le Congrès, ça sera dans un an. Le Congrès, ça sera dans un an. Est-ce que vous serez candidat? Permettez-moi. Non, la question ne se pose pas. Pas encore? Non. Permettez-moi de rajouter un mot, un seul. Je suis accusé aussi aujourd'hui de porter la responsabilité d'un groupe agroalimentaire. Je n'en suis pas le président exécutif. J'en suis le président au nom des paysans qui sont majoritairement actionnaires de ce groupe. Pourquoi? Parce que ces mêmes paysans, il y a 30 ans, ont fait un constat. Si on n'investit pas sur la transformation, sur la valeur ajoutée de nos produits, nous n'existerons plus dans 30 ans. Donc vous assumez tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, ce groupe, il fonctionne. Il permet à des tas de filières d'avoir des débouchés. Oui, il y a aussi une partie de biochimie, de biocarburants, etc. C'est ça qui vous est reproché. Qui m'est reproché, mais au nom de quoi? Aujourd'hui, tout le monde se gargarise avec COP21. Aujourd'hui, tout le monde se gargarise avec COP21 en parlant du renouvelable sur tous les tons. Le renouvelable, c'est quoi dans l'agriculture, dans la forêt? C'est de la biomasse à disposition d'un certain nombre d'utilisations. Voilà sur quoi nous travaillons. Et alors, y a-t-il un crime aujourd'hui? Il n'y a pas de conflit d'intérêt selon vous? Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt. Défendre les plus petits, moi, défendre les grands. J'aimerais ici qu'à la place de cette dame, il y a un producteur de colza au tournesol qui vient de dire, grâce à Avril, grâce à la filière oléoprotéagineuse, je vends mes graines un peu mieux que le marché mondial. Et s'il était là, il viendrait le dire. Parce que voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, voilà. Vous avez dit nous ne sommes pas des manifestants, nous ne sommes pas des procureurs. On entend les critiques et absolument, et on vous donne l'occasion de vous défendre. Ça va continuer parce qu'on va écouter le porte-parole de Europe Écologie Les Verts décidément. Qui vous critique et vous répondez. Allez, et on passera à autre chose. Xavier Belin, c'est une arnaque parce qu'en fait c'est un grand industriel, c'est l'agro-business de Avril, Sophie Protéol, c'est pas du tout le représentant des petits éleveurs, pas du tout. Et même ses intérêts sont opposés. C'est-à-dire que quand nous, les écologistes, on dit on veut sauver l'agriculture, on veut sauver le paysan dans la campagne qui est utile au territoire, qui nourrit ses bêtes et qui les élève hors de la maltraitance et sans pesticides et sans ce que vous voulez, là on est dans le soutien à l'agriculture durable. Quand vous avez Xavier Belin qui demande en gros des baisses de cotisations pour pouvoir développer toujours plus, eh bien il condamne à terme l'agriculture française. Ah bah encore un procureur. Alors qu'est-ce que vous répondez là Vous avez répondu un peu par avance. Formidable. Comment est-ce que vous pouvez vous tous ces gens-là, tous ces gens qui viennent s'exprimer de Mélenchon à ce monsieur que je ne connais pas, parce que j'aime bien les accusations, mais enfin, de temps en temps, j'aimerais que certains d'entre eux viennent me parler directement, plutôt que de parler par caméra interposée. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Tous ces gens, ils disent quoi? Ils disent aujourd'hui, barricadons-nous, fermons les frontières françaises, faisons une petite agriculture et tout ira bien. Ils sont en train de condamner, non pas quelques centaines de milliers d'agriculteurs, ils sont en train de condamner des millions d'emplois. Qui sait autour de ce plateau combien génère d'emplois l'agriculture française? 7 par agriculteur. 3 500 000 emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Bon, est-ce qu'on veut détruire tout ça? Oui, il y a moins d'agriculteurs qu'il y a 30 ans. Mais savez-vous que depuis 30 ans, la sphère agricole n'a pas perdu un seul emploi. Il y a eu des transferts. Il y a moins à la production, il y a beaucoup plus en amont, en aval et dans les services rattachés à l'agriculture. C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez l'impression parfois de faire front à un certain obscurantisme, un refus du progrès? Bien sûr, oui. Oui, ou alors, non mais attendez, de deux choses l'une. Soit nous nions tout ce qui a été fait, tout ce qui a été signé comme accords internationaux depuis 20 ou 30 ans à l'OMC, les traités européens, et dans ce cas-là, ok, je suis la démonstration. Ou alors, nous prenons acte d'un certain nombre d'orientations politiques, et je ne vois pas aujourd'hui, y compris les fissures en Europe, à remettre en cause l'ensemble de ces dispositions. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je me mesure demain à un producteur néerlandais, un producteur polonais, un producteur allemand, mais aussi
à un producteur américain, canadien, argentin, etc. Est-ce qu'on est capable d'accepter ça quelque part? Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi le modèle de l'agriculture française, où on a une division comme jamais du monde agricole aujourd'hui avec cette crise? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer aujourd'hui, revoir tout cela, tout remettre sur la table? Vous dites qu'il y a une division du monde agricole? Oui. Il n'y a pas de division du monde agricole. Quand on voit la crise aujourd'hui, quand on voit les manifestations à l'instant... Mais qu'est-ce qu'ils expriment, ces agriculteurs? Ils expriment leur détresse, leur colère, leur désarroi. Ils pensent à leurs familles qui sont derrière. Moi, j'ai les larmes quand un jeune vient me dire « J'ai 30 ans, je ne tire pas de salaire, j'ai 2 enfants, c'est mon épouse, parce que je l'ai envoyé travailler à l'extérieur, qui fait mourir la marmite. » Enfin, est-ce qu'on peut accepter ça? C'est pas possible d'entendre ça. Donc moi, je me bats pour quoi? Pour qu'il y ait de la dignité, pour qu'il y ait vraiment une dimension humaine et sociale derrière le métier d'agriculteur. Mais ça ne se fera pas comme ça par de l'incantation. Ça se fera parce que derrière, oui, on aura des filières solides, oui, on aura des prix qui permettront de rémunérer, et oui, surtout, on reconnaîtra enfin que dans cette chaîne alimentaire, le paysan, ce n'est pas la variable d'ajustement. C'est par lui que devrait commencer la construction des prix et pas par lui que ça devrait finir. On a parlé des normes que vous combattez depuis le début de cette émission, mais elles sont notamment inspirées par le Grenelle de l'environnement et le principe de précaution. Oui. Il s'impose aussi dans les recherches pour l'agriculture de demain. Aussi, vous le reconnaissez. Mais il y a 2 attitudes possibles, Michel Grossior. Oui. Ou bien on traite tout ça Avoir par confiance la voie... ou pas? Non, mais où on traite tout ça par la réglementation excessive, par la coercition, par une suradministration permanente, ou on traite ça aussi par de l'innovation, par de la recherche, par de vraies alternatives. Est-ce que vous pensez que les paysans français, le matin se lèvent en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller épandre un peu de phytosanitaires sur mes parcelles, je vais me faire plaisir ». Enfin, on est tombé sur la tête. D'autant qu'ils en sont les premières victimes, on le sait. Aujourd'hui, il y a en face, ici, à l'INRA, des tas d'innovations extrêmement concrètes. Les drones, tout ce qui va nous permettre demain de faire des interventions sectorielles sur nos parcelles, intervenir auprès de nos animaux pour traiter le problème et pas traiter de manière préventive mais curative. Tout ça, c'est des progrès fantastiques. Prenons tout ça en compte. C'est comme ça qu'on va gagner la partie. C'est pas en étant dans des postures rétrogrades. De la norme de un petit peu les postures, si vous le voulez bien, sur un plan peut-être plus personnel. Quel contact vous gardez, vous, aujourd'hui avec la terre? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez... Mais je suis paysan, cher monsieur. Vous êtes paysan, vous l'affirmez aujourd'hui? Je suis paysan. Enfin, si mes 3 associés étaient là, ils vous diraient que le week-end, je suis le cul sur le tracteur ou je suis au niveau de la traite ou du soin des animaux. C'est ça mon boulot. La semaine, oui, on peut me reprocher d'être à Paris, d'être à Bruxelles, d'être à Berlin, oui. C'est peut-être ça aussi aujourd'hui que vos détracteurs mettent sur la table en disant que finalement vous avez plusieurs casquettes, il faudrait peut-être en enlever une aussi? Mais c'est tellement facile tout ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas, vraiment. Bon, et puis la vie d'un syndicaliste, vous savez, c'est très éphémère. D'abord parce que c'est usant. Et puis parce que 5 heures du matin, minuit tous les jours. Et puis parce qu'aussi il y a des gens qui vous critiquent éventuellement. Faire autre chose, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui vous critiquent même en interne à la FNSEA. Et je pense qu'on entend des choses ici aussi. Allez les chercher, faites-les témoigner. Faites-les témoigner. Oui. Peut-être pas forcément devant une caméra ou face à un micro. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui. La FNSEA, c'est une organisation on ne peut plus démocratique. Ça part de la commune jusqu'à Paris. Bon, citez-moi une autre organisation qui soit aussi démocratique. Bon. Moi, je suis représentatif des paysans français qui m'ont élu. Le reste, c'est du verbiage. C'est du fantasme. Xavier Belin, pour mieux vous comprendre peut-être, est-ce que vous êtes un syndicaliste plus proche d'un Pierre Gattaz pour les grands patrons, plus proche d'un Philippe Martinez pour la CGT? Vous vous situez où? Alors, au moins, ça fait réagir. Au moins, ça fait réagir. Vous vous situez où? Alors, attendez, la laissez-le répondre. La question appelle une réponse. Mon nom est Xavier Belin, j'ai 57 ans, je suis paysan dans le Loiret, j'ai 3 associés et je fais du syndicalisme depuis l'âge de 22-23 ans. Et j'ai commencé mon métier à 17 ans. Donc ceux qui rêvent ou ceux qui pensent que Belin, c'est le type qui a fait je sais pas quoi, qui a fait telle et telle grande école, non. Je n'ai qu'un seul diplôme, c'est mon permis de conduire et mon permis moto, auquel je suis très fier. Oui. Le reste, tout ça, c'est votre passe-temps à côté de l'agriculture. Qu'on me traite, j'ai au moins une fierté, je n'en parle jamais, mais puisque vous me poussez dans mes retranchements, je vais en parler pour la première fois. J'ai pris l'exploitation à l'âge de 17 ans. Mon père décède un soir. Le lendemain matin, je suis paysan à 5 h du matin. J'arrête les cours,
J'ai 3 frères et sœurs derrière moi, j'ai une mère, et puis voilà, les choses se passent comme ça. Donc le reste, vous savez, moi les donneurs de leçons, je les laisse où ils sont. Pour ça, je ne veux pas répondre à certaines attaques, je trouve que c'est affligeant. Je ne vais pas savoir moi, si M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Tartampion a fait tel et tel parcours. Au moins, vous pouvez répondre aujourd'hui à tous les détracteurs. Absolument. C'est aussi pour cela qu'on vous a invité, bien entendu. Merci. Et vous êtes venu avec vos supporters alors là? Non. Non. Bon, alors, l'émission interactive, comment est-ce que Michel, vous voyez l'agriculture à l'échéance de 50 ans? Pardon? À l'échéance de 50 ans, comment est-ce que vous voyez, vous, et comment est-ce que vous rêvez, ce sera notre dernière question, comment est-ce que vous rêvez l'agriculture française? Moi, j'ai mal aux tripes quand je vois l'agriculture française qui régresse. J'ai mal aux tripes. On a un potentiel formidable dans ce pays. Le premier d'entre eux, c'est le potentiel humain, fantastique. Un savoir-faire exceptionnel, des produits d'excellence, une diversité agricole, un climat, des terres, on a tout ce qu'il faut. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit pas en capacité d'assumer politiquement, socialement, sociologiquement, un pôle agricole, un pôle alimentaire qui devrait être digne de son dans ce pays? Parler d'agriculture aujourd'hui, c'est la maladie honteuse. Enfin, quand même, est-ce qu'on peut un peu se reprendre et se dire qu'enfin, on est capable de se promouvoir, non seulement de promouvoir, mais d'accompagner cette promotion avec quelques mesures clés, redonner confiance, permettre l'investissement, permettre l'innovation, rayonner sur les marchés, satisfaire nos consommateurs. C'est ça notre projet. Moi, j'en ai pas d'autre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. L'intérêt général avant tout. Mon intérêt personnel, vous savez, à l'âge où j'ai, il est derrière moi. Donc c'est fini. Le Brésil a 2 ministères. Il y a un ministère de l'Agriculture qui sert les grands propriétaires terriens, les grands facienderos qui exportent sur les marchés mondiaux, et le ministère du Développement rural qui soutient, lui, la petite agriculture familiale. Ce sont des budgets différents, ce sont des lignes de crédit différentes, ce sont des politiques différentes, et 80% de la population brésilienne est nourrie non pas par l'agro-industrie, mais par l'agriculture familiale locale. Le Brésil a donc suggéré cette coexistence entre 2 types d'agriculture qui servent des marchés différents, qui d'ailleurs produisent des choses différentes et qui sont en concurrence. Mais cette concurrence est gérée par le Brésil de manière, je crois, très intelligente. Xavier Belin était né agriculteur. À l'âge de 17 ans, la mort brutale de son père l'oblige à reprendre la ferme familiale. Il devient céréalier dans le Loiret. Donnery, la commune où il est né, le maire évoque une grande perte au moment d'acter le décès dans l'acte d'état civil. Quand on est maire, vous savez, ça coûte beaucoup de faire ces genres d'actes que je vais devoir signer, hélas. Xavier Belin est mort à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Très vite, il avait pris des responsabilités syndicales dans son département, puis au niveau national. En 2010, il devient président de la FNSEA. Ce responsable départemental s'en souvient avec émotion. Il était vraiment très proche de nous et c'était un homme d'écoute, un homme de dialogue, un homme de collaboration, enfin un grand monsieur pour la profession agricole, lui, qu'on vient de perdre. Il y a quelque temps, Xavier Belin avait visité cette ferme laitière, un élevage de brebis situé en Auvergne. Le président de la FNSEA avait passé un moment dans l'exploitation. Denis Guérin l'évoque. Il avait ce côté aussi positif de l'agriculture et donc il faut trouver des solutions pour être là demain, il faut trouver des solutions innovantes. C'était un homme qui voyait les choses, qui voyait l'avenir. Mais Xavier Belin était aussi contesté pour ses responsabilités dans l'industrie agroalimentaire. Il présidait le groupe Avril, 6 milliards de chiffre d'affaires et plus de 7000 salariés.